Je suis astrophysicien planétologue. Je suis membre du conseil scientifique de l'association Démographie Responsable qu'on a rejoint il n'y a pas si longtemps avec mon camarade Philippe Waltefeld, qui est géophysicien et à qui j'ai emprunté quelques transparents. Donc le titre de mon exposé correspond au titre d'un livre que j'ai écrit en 2017, et parce que j'ai un peu paniqué lors d'une conférence de Jean Jouzel, une dame s'angoisse à la fin, elle dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors moi j'avais envie de crier « Arrêtez de faire des enfants !» Mais comme elle avait 60 et quelques années, bon, j'ai pensé qu'elle voulait pas. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de faire des enfants, il faut arrêter de brûler des combustibles fossiles. J'ai eu toute la peine du monde à trouver un éditeur. Les grands éditeurs ont dit « Oh, c'est pas politiquement correct. » Puis vous utilisez le taux migration, c'est douteux, sulfureux, nauséabond. Quand on réfléchit un peu, il y a un potentiel de 3 milliards de migrants à l'horizon 2100. L'immigration, c'est quelque chose qui est pire que de la dynamite, c'est de la nitroglycérine, sujet clivant, potentiellement générateur de guerre civile. Alors je ne suis pas un spécialiste de migration, fût-elle climatique, et donc je vais faire un exposé non exhaustif, avec un plan qui sera à peu près ça. Climat, empreinte écologique, et là vous avez eu déjà beaucoup d'explications, démographie mondiale, migration et croissance démographique, qu'à faire. La croissance démographique, ben oui, où est-ce que j'en suis là? La croissance démographique, et tiens, pourquoi il se met à bouger tout seul? Plus on est nombreux, plus on rejette du CO2, plus il y a de l'effet de serre, plus la température augmente, fond des glaciers, niveau de la mer qui augmente. Mais quand on peut regarder ce graphe des émissions complètes, en fait on s'aperçoit que pour ce qui est des Europe et États-Unis, les rejets de CO2 n'augmentent plus depuis pratiquement 30 ans. C'est les bleus là. Bah oui. Et c'est le reste du monde qui augmente. Bon. Il délocalise en Chine. Ah oui. Alors, il faut être cohérent, il délocalise en Chine comme l'Europe. Hein. Ah oui. Donc c'est le reste, c'est le Chine. Faire attention. Mais on fait. Alors c'est vrai qu'on fait un peu de fabriquer à l'étranger. Alors ça pour ce qui est de l'augmentation de la température. Ouais, pour ce qui est de l'augmentation de la température, bon, ça c'est une courbe tout à fait récente. Là il y a eu un petit palier qui a pu être pris pour une stagnation, puis c'est reparti de plus belle à la hausse. Et quand on remet en perspective avec ce qui s'est passé dans les 2000 ans précédents, on voit que la température avait été comme ça, puis tout d'un coup ça, c'est bon comme ça. Voilà, ça. Donc le réchauffement climatique, on l'a sur le dos. Si on se repasse avec 400 000 ans cette fois-ci, eh bien, effectivement il y a eu des variations de CO2, ça c'est la quantité de CO2. Et puis, la quantité de CO2 a augmenté fantastiquement depuis l'époque pré-industrielle, 280 parties par million, et maintenant on est à plus de 400. En même temps, augmentation de la population à la fin. Le GIEC nous dit que, en conséquence du changement climatique, eh bien, la température a déjà augmenté de 0,85 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle, et le niveau de la mer a monté de 20 cm, en partie par la fonte des glaciers, mais aussi en grande partie, peut-être les 2/3, qui est due à la dilatation des océans. Et ça, c'est de l'énergie qu'on accumule, de la chaleur qu'on accumule dans les océans, parce qu'en fait, actuellement, on absorbe plus d'énergie que ce qu'on rejette dans l'espace. Si on ne fait rien, il faut comprendre ce qui va se passer. Si on ne fait rien sur les émissions de CO2, on prévoit qu'en 2100, la température moyenne sera de plus 4 degrés partout. Mais en France, ça sera plus 5 degrés parce que c'est sur les continents. Et si on ne fait rien, en 2200, ce sera plus 8 degrés et plus 8 degrés en France. Alors donc, là, vraiment, pour moi, c'est la panique. Là. Si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne réduit pas nos émissions de CO2, si on ne réduit pas pratiquement à zéro, pour atteindre 1,5 degré, et qui est en fait la mission qu'on a confiée à Valérie Masson-Delmotte, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut arrêter tout le CO2. Il va arrêter la production de CO2 en 2050. C'est l'objectif que s'est fixé aussi le gouvernement français. Alors, je vais pouvoir passer sur ce transparent qui explique ce que c'est que l'empreinte écologique, parce que mon prédécesseur l'a vraiment bien expliqué. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, bon, avec ce que consomme un Français moyen, si c'était appliqué à toute la planète pourrait supporter 2,4 milliards. Lui, il parle de 4 milliards, mais c'est en consommant un peu moins que ce qu'on consomme à l'heure actuelle.
En 2018, pardon, l'association WWF France nous dit « Ah, on a dépassé, on a atteint le jour du dépassement le 1er août 2018 ». Ça veut dire qu'au 1er août, on avait effectivement, du côté de la production, c'est tout ce que la Terre peut produire chaque année, de façon renouvelable, tous les déchets qu'elle peut absorber. Du point de vue de la consommation, tout ce que l'humanité peut prendre à la planète et tous les déchets que notre activité produit, nous rejetons dans le système. Bon, alors ça c'était une nouvelle à la une de tous les journaux. Oh là là, voilà, ça y est, on a atteint le jour du dépassement. Donc on avait en 213 jours consommé et pollué tout ce que la Terre peut produire et absorber en un an sans détériorer. Donc cette nouvelle à la une de tous les journaux, en fait, il y a une autre façon d'interpréter. Combien de personnes la Terre peut supporter sans s'user avec la même empreinte moyenne à l'équilibre sans déplacement? Bon, eh bien, en fait, cette question-là, c'est mentionné dans aucun journal, dans aucun média. Et pourtant, il suffit de faire un calcul extrêmement simple, une règle de 3, pour arriver au bon résultat. Je vous passe les détails de la règle de 3, mais en fait, en prenant le concept de consommation moyenne quotidienne, je multiplie par le nombre actuel et 213 jours du 1er janvier au 1er août, 365 jours dans l'année, équation du premier degré, voilà, vous avez X égale 4,4 milliards d'années, de personnes, ça veut dire qu'en 2018, il y a un excès de population de 3,2 milliards de personnes, mentionné dans aucun média, et pourquoi ce silence abyssal. Alors les problèmes qui sont liés à la surpopulation sont de deux types un peu différents. Ceux qui concernent le climat, qui sont résumés ici, qui sont absolument globaux à toute la planète, et puis ceux qui sont liés à l'atteinte de la biodiversité, qui sont souvent plus globaux. Mais en fait, qui peuvent se manifester un peu partout aussi. En 44 ans, 60% des vertébrés en moins. Mais on pourrait aussi se dire, on peut se dire quelque chose de très important, c'est que si on arrive à 0 carbone d'émission, en 2050 par exemple, eh bien, à ce moment-là, on pourrait se dire, ben, on peut être aussi nombreux qu'on veut, puisqu'on ne va pas produire de carbone. J'ai entendu déjà ce raisonnement. Mais par contre, à ce moment-là, on se retrouve avec tous les autres problèmes de biodiversité qui sont ici. Donc il n'y a pas que le climat et que le CO2 qui sont importants, et la surpopulation implique aussi cette atteinte à la biodiversité, et quand une espèce disparaît, c'est pour toujours, c'est définitif. Le fait qu'il y ait une corrélation, là on a représenté deux courbes, la variation du CO2, avec l'échelle en partie par million, la concentration du CO2 dans l'atmosphère, et puis la population, eh ben, on voit qu'il y a une corrélation absolument parfaite à partir il n'y a pas longtemps. Alors c'est sûr que c'est pas parce qu'il y a plus de CO2 qu'il y a plus de gens sur la planète. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire plus il y a de gens sur la planète, plus on émet de CO2 et plus il y en a dans l'atmosphère. Donc il y a une équation très simple qui dit que la production mondiale de CO2, c'est la production moyenne par habitant par le nombre d'humains. Ça, c'est une équation qu'on appelle équation de Caillat. C'est pas difficile, ça, hein. Monsieur Caillat, il est très fort d'avoir inventé cette équation. Alors, en fait, elle est quand même très utilisée dans toutes ces problématiques. Simplement, on la développe un peu de façon un peu plus subtile. Équation de Caillat. Ça doit être un japonais, sans doute. Et donc, en fait, si on veut limiter la production mondiale de CO2, eh ben, il y a deux stratégies possibles. On peut soit limiter la production moyenne, c'est ce qu'on appelle les stratégies de frugalité. Alors ça, c'est tout ce que la COP 21, 22, 23 et le GIEC parlent toujours de frugalité, mais n'abordent jamais le deuxième terme, qui est l'autre stratégie, le contrôle des naissances, la limitation des naissances. Comment revenir à l'équilibre empreinte écologique? Bon, ben, j'ai dit qu'il y avait deux stratégies. Soit on réduit la consommation, soit on réduit la population. Mais l'option 1, réduire la consommation, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver beaucoup. Pourquoi? Parce que, en fait, les pays qui consomment beaucoup, ce sont des pays qui sont démocratiques. Et pour se faire élire, c'est difficile de se faire élire avec un programme. On dit, je vais vous serrer la ceinture. Tout le monde va serrer la ceinture. Bon. Et donc, je crois qu'on va essayer de faire des efforts. Mais tous ces efforts peuvent être anéantis si on ne traite pas l'option 2, c'est-à-dire limiter la croissance de la population ou même enclencher une décroissance.
commençant la décroissance. Alors, de toute façon, je suis d'accord avec l'objectif qu'il faut arrêter les combustibles fossiles en 2050, ça va être très dur. Enfin, c'est peut-être pas impossible avec l'énergie solaire et puis le nucléaire. Non. Et moi, je suis à partisan du nucléaire, parce qu'on ne s'en sort pas, on s'en sort pas autrement. Alors, à propos de nucléaire, j'aime bien citer cette citation de 1948 d'Albert Einstein. 3 bombes menacent le monde, la bombe atomique qui vient d'exploser, la bombe de l'information qui explosera à la fin du siècle, effectivement elle a explosé, mais enfin on gère à peu près. La bombe démographique qui explosera au siècle prochain, c'est-à-dire le 21e. Alors ça, on a extrêmement mal géré. Donc là, c'était de pensée visionnaire d'Albert Einstein, recueillie, d'après mes sources, par l'abbé Pierre en 1948. Alors il y a des exceptions, Chine, Deng Xiaoping, Singapour, bon d'accord. En fait, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une citation de notre philosophe Henri Bergson, qui est mort en 1940, donc ça doit être antérieur à 1940. Laissez faire Vénus et vous aurez Mars. C'est-à-dire, si vous laissez proliférer les gens, ils vont se faire la guerre. Et bon. Maintenant, regardons l'augmentation de la population mondiale. Voilà. Ça, jusqu'ici, c'est la réalité, puis là, c'est une extrapolation de données. Tout ça avec un taux d'augmentation par an qui est cette courbe. Et dès qu'on est au-dessus de 0, ben, ça veut dire qu'on augmente. L'explosion démographique, elle a eu lieu. Il y a des gens qui ont tout fait de dire que l'explosion démographique n'aura pas lieu, comme à titre du Monde il y a quelques années. Ça, c'est vraiment un scandale. En fait, il faudrait redescendre, il faudrait que l'augmentation tombe à 0 pour qu'on arrive à un maximum. La Terre ne peut supporter sans s'user que, je dirais, 2 milliards d'humains au niveau d'empreinte écologique d'un Français mondial. Bon. Alors, maintenant, regardons. On veut faire décroître la population, mais il n'est pas question de tuer qui que ce soit. Quand je dis, il faudrait diminuer la population, il y a des gens qui disent, qui est-ce que tu veux tuer et comment tu vas les tuer? C'est pas ça le problème. On ne veut tuer personne. Mais si on ne veut tuer personne, à ce moment-là, il faut bien comprendre qu'il n'y a qu'une autre possibilité, c'est de réduire les descentes. Ça, c'est la courbe des décès jusqu'ici, puis elle est prévue comme ça. Et celle-là, elle ne va pas bouger, parce que tous les gens qui vont mourir bientôt, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Les naissances, c'est ceci. Et il faut voir que l'excès, il y a 58 millions de décès et 141 millions de naissances, c'est-à-dire un excédent de 83 millions tous les ans. Tous les jours, 225 000 personnes à mettre de plus sur la planète. C'est la ville de Lille. Bon, ça c'est terrifiant, ça. Il faut faire quelque chose. Alors là, je me suis trompé de sens. Donc là, on peut considérer qu'il y a c'est pareil qu'une histoire de baignoire. La bonde, c'est les décès. Le robinet, c'est les naissances. Il faut réduire le débit du robinet. En fait, alors s'il y a quelque chose d'assez intriguant, c'est un chiffre qu'il faut comprendre, pour stabiliser le niveau, pour le ramener à un niveau supportable, il faut fermer le robinet, d'accord, et alors en fait, si on faisait à l'heure actuelle un enfant par femme seulement, dès maintenant, eh ben, on passerait immédiatement à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'augmentation de la population dès demain. Attendons 9 mois, mais dès l'année prochaine, il suffirait qu'il y ait un seul enfant par femme. Bon. Alors c'est qu'il y a deux livres qui décrivent cette situation. Un monde pour celle-là de Gilles Boyer, par ailleurs un homme politique qui vient d'être élu au Parlement européen. Et puis Pascal Bueno, qui a écrit un livre que je n'ai pas encore lu, je crois, qui s'appelle Permis de procréer, qui est encore plus virulent que moi dans cette catégorie-là. Regardons un peu, revenons à la situation d'aujourd'hui et la carte de la fécondité. Tout ça, c'est une carte en couleur qui indique que, eh bien, c'est en Afrique que se pose le problème de façon la plus aiguë. Les prévisions de l'ONU, 42 des 45 pays les plus prolifiques sont en Afrique. Alors actuellement, ils sont à 1,2 milliard, avec un delta T température de 0,8, 2,5 milliards en 2050, plus de 2 degrés, et 4,4 milliards en 2100, plus 4 degrés. Certaines régions déjà chaudes vont devenir invivables. Combinaison de deux facteurs, un gros potentiel migratoire, peut-être 3 milliards de migrants.
Alors, si vous étiez africain, où est-ce que vous tenteriez d'émigrer? Eh bien, en fait, vous tenteriez d'émigrer vers l'Europe. Bon, quoi faire? Alors là, puisque notre journée s'occupe aussi de migration, j'ai quelques slides sur l'immigration, qui est un sujet que j'ai dit, nitroglycérine, empoisonnant, tout ce qu'on voulait. Mais il faut reconnaître que la Terre est divisée en pays. C'est un territoire, une population, un régime politique, une certaine solidarité par l'intérieur. En fait, on peut considérer qu'un pays, c'est un club. Et une nouvelle admission doit être votée par l'ensemble des membres du club. Ça devrait être ça, l'immigration. Le personnage généreux qui facilite l'entrée dans son pays de clandestin est généreux avec l'argent, le bien des autres et celui de ses descendants, de nos descendants. En ce qui concerne la xénophobie, tout le monde râle sur la xénophobie, mais on est bien content, nous, à l'état naturel, d'avoir la xénophobie, parce que c'est comme ceci que le corps humain se défend de toutes les attaques extérieures. Ben oui, c'est comme ça. Bon, alors, sans en rajouter énormément, on peut dire que l'histoire des migrations, c'est quelque chose d'un sujet très intéressant, mais il n'est pas du tout pertinent pour le futur. Parce que la population mondiale a explosé, les voyages sont plus faciles, et le changement climatique va rendre des régions absolument invivables. Donc ça va devenir un sujet où seule l'histoire récente des migrations, c'est-à-dire depuis 2000, est pertinente. Tout ce qui s'est passé avant n'est pas pertinent. Alors, en ce qui concerne l'immigration intra- et extra-européenne, c'est pas la même chose. Horreur. Non seulement on serait xénophobe, mais en plus on serait raciste. Ah, ça c'est bon. Immigration intra-européenne, elle est autorisée dans les 28 pays de l'EU. Mais ça a été un des arguments en Angleterre pour voter pour le Brexit. Immigration intra-européenne. C'est un déchirement pour l'immigrant. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus de jeunes Espagnols, Français et Italiens à s'installer au moment de la crise en 2008? Il y avait beaucoup de chômeurs et pourtant, et il y avait un manque de main-d'œuvre en Allemagne et pourtant ils y sont pas allés. Les jeunes préfèrent être chômeurs chez eux que travailler en Allemagne. Alors, je suis profondément européen et j'ai plutôt tendance à considérer que j'ai deux pays. Un pays c'est la France, mais l'autre c'est l'Europe. Pour moi, je fais partie du club européen. Maintenant commence à être ancré dans mes neurones, dans ma vision. C'est clair. Alors, quant à l'immigration extra-européenne, en Syrie, Merkel accepte 800 000 Syriens en Allemagne et perd le pouvoir. Elle n'a pas perdu tout de suite le pouvoir parce qu'elle le perdra dans 3 ans. Mais en fait, elle a consulté personne, c'était extrêmement généreux. Mais il faut se souvenir qu'actuellement, l'Europe paye plusieurs milliards d'euros chaque année à la Turquie pour entretenir 2 millions de réfugiés syriens. Quant à l'immigration clandestine en Tanzanie, elle part 460 000 depuis 2015. Quant à l'armée française au Sahel, 24 tués, en fait, évidemment, il lutte contre Daesh. Mais Daesh, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye en fait de faire de l'argent en incitant les gens de toute la région du Sahel à faire des filières de migrants vers le nord. Vous avez oublié le Rwanda, mine de rien. Le Rwanda, oui, Rwanda, c'était aussi sans doute effectivement un endroit où, parce qu'il y avait une surpopulation, ça a déclenché la guerre. Bon, alors, où est-ce que j'en suis? J'aime bien citer cette phrase de Lionel Zinsou, qui est un franco-béninois, qui dit « Il ne faut pas sous-estimer les capacités des Africains, mais il ne faut pas surestimer la générosité des Européens. » Le sujet immigration est très très clivant. Il a déjà bouleversé 2 pays européens, la Grande-Bretagne et l'Italie. En France, pour les élections européennes, j'ai noté que le Parti des Républicains ont accusé la liste LRM d'être pro-immigration. Alors, démographie et climat, il y a quand même des gens qui sont un peu occupés auparavant. Al Gore, par exemple, Nobel, qui avait vraiment pointé cette chose-là. Côté GIEC, silence abyssal, tabou absolu, interdiction d'aborder le sujet, COP21, présidence suivante. Là, je dois citer que pour le prochain rapport du GIEC, il y a des gens qui sont en train d'essayer d'instiller le sujet démographique dans les rapports du GIEC, et en particulier, Philippe Altefeld fait un travail remarquable. J'espère qu'il sera couronné sur de succès. Et côté écologique, silence dans les rangs, sauf Yves Cochet, qui prône de supprimer l'isolation familiale. Bon, il serait temps d'admettre que l'ennemi numéro 1 de l'écologie, c'est la surpopulation des gens en place. Alors, une raison possible du silence, c'est que, comme le problème est surtout en Afrique, en Asie, si on le pointe, on va se faire traiter de raciste. Le colonialiste.
Raciste ou colonialiste? Non, colonialiste, on n'a plus trop... oui, colonial, on n'est plus colonialiste en fait. Lueur d'espoir dans ce ciel troublé. Le coup de Ouagadougou. En juillet 2017, à l'initiative de Nicolas Béda, docteur en médecine ministre et ministre de la Santé, 15 pays de la CEDEAO plus Tchad et Mauritanie ont adopté une charte, dont voici l'extrait. Nous prenons l'engagement solennel d'inviter les pays de la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad, à œuvrer pour faire baisser leur taux indice de synthétique de fécondité respectif à 3 enfants au plus par femme d'ici 2030. Est-ce faisable? Bon, oui, l'Iran est passé de 6 à 3 enfants en 10 ans. Alors, cette déclaration de Ouagadougou ouvre une brèche dans le mur du politiquement correct. Ça n'est plus raciste de dire qu'il y a un problème démographique en Afrique. Ce sont les Africains eux-mêmes qui le disent. D'ailleurs, alors ça c'est le cardinal Peter Turkson-Gala qui lui est tout à fait conscient du problème. Et en plus, c'est le conseiller climatique du pape François. Je dois dire qu'il s'est passé le 1er juin une nouvelle extraordinaire, dont vous n'êtes peut-être pas conscient, c'est que au Bénin, au Burkina Faso, pardon, la contraception est devenue gratuite. Là, c'est vraiment formidable, mais en fait, il faut les aider, ces pays-là. Il faut que ça soit gratuit, mais il faut aider à mettre en place des structures pour bien offrir la contraception à toutes ces populations. Je reprends l'agence de l'AFP. Alors, si je trouvais l'article, c'est un article qui a suscité la fameuse... le fameux tweet de l'agence France Presse. Si je connaissais le journaliste qui a fait ça, il mériterait une médaille du courage, parce qu'effectivement, il citait cet article de Wines et Kimberly, qui dit que, en fait, quand une famille d'un pays développé essaye de faire des efforts pour limiter sa production de CO2, eh bien, en fait, où est-ce que j'en suis, ça fait n'importe quoi, ça. Ne plus manger de viande, on gagne 0,8 tonnes, se passer de voiture 2,4 tonnes par an, avoir un enfant en moins de 20 à 120 tonnes selon le pays. Donc il n'y a pas photo, c'est vraiment aussi un paramètre fondamental à regarder de près. Et alors, des très intéressantes études dans Alternative économique du mois de mai 2018, faite par Guillaume Duval, qui montre quelque chose que bon, je trouve fascinant, c'est l'évolution du taux de fécondité par grande région. Bon, alors c'est un peu difficile à lire, mais toujours est-il qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de régions qui sont en dessous de 2 enfants par femme, donc 2 enfants par femme, ça, on commence à décroître, c'est bien. Et puis il y a d'autres régions qui sont au-dessus de 2, ben ici, et l'Afrique notamment, mais toutes ces régions-là, elles descendent vite, elles descendent assez vite, même en Afrique ça descend assez vite. Par contre, il y a un groupe de pays, c'est ceux-là, et ben, ils sont à 3,5 depuis 2005 et ils ne bougent plus, ils bougent plus. C'est les pays arabes. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Et donc, en fait, dans ce contexte de pays arabes qui renâcle, il faut vraiment souligner la prise de conscience du maréchal Al-Sisi, qui, en fait, maintenant a lancé un mouvement qui s'appelle Two is enough. 2 c'est assez. Moi j'avais une autre formule dans mon livre, c'est un enfant ça va, 3 bonjour les dégâts. C'est le même procédé. Bon alors ça je passe sur la complexité du graphique simplement pour dire que ça c'est l'évolution par grande région et on voit ici, ça c'est l'Afrique. L'Afrique est responsable de 85% de l'augmentation de la population d'ici à 2100. 85%. 3 et quelques milliards. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut financer les programmes de santé reproductive, planning familial, grâce aux 100 milliards par an qui ont été promis à la COP21 par les pays riches aux pays pauvres, parce que la démographie est liée au changement climatique. La décroissance démographique n'est pas une catastrophe en termes de rapport actif sur total. Ça aussi, c'est très intéressant. Quand vous avez la projection médiane de l'ONU, qui monte à 11,2 milliards, les 25-64 ans représentent 48% du total. Si vous avez l'hypothèse basse, ces 48% se transforment en 47%, c'est-à-dire que la différence est marginale. Évidemment, le nombre de vieux est pareil, mais par contre, le nombre de jeunes est plus faible. Et donc, finalement, ça n'est pas une catastrophe d'avoir une décroissance démographique, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire.
Maintenant, je passe au PIB. PIB au GNP. J'utilise les deux dans ce graphe pour faire un peu plus compliqué. Et là, donc, il y a une équation du type Kaya où le GNP d'un pays est égal au GNP par habitant multiplié par le nombre d'habitants. Équation de Kaya typique. Si on fait la dérivée logarithmique de l'équation de Kaya, ça c'est juste pour vous impressionner, parce que je ne sais pas ce qu'est quoi. Mais enfin, en tout cas, pour ceux qui ont fait, disons, le maths sup, en tout cas, c'est absolument trivial. Eh bien, on se retrouve avec cette équation, et en fait, ceci, c'est quoi? Si je gère ça sur un an, ça veut dire c'est l'accroissement du PIB total, et en fait, c'est la somme algébrique de deux accroissements, l'accroissement du nombre de gens en pourcentage et l'accroissement du PIB par tête de PIB. Donc ça, je suis tellement content d'avoir trouvé cette équation. Je l'avais mis dans mon livre sans même c'était tellement trivial pour moi que je n'ai même pas cité comme on a la dérivée. J'appelle ça l'équation de Berthold jusqu'à ce que quelqu'un me montre que ça a déjà été mis dans un livre. Voilà. Bon, d'accord. Donc là, je lance un challenge pour essayer de m'indiquer comment c'était déjà vu. Alors si je prends un exemple, en 2014 par exemple, on était formidable. Le PIB a augmenté de plus 0,4% 2014. Bon, d'accord, mais en fait, on a eu une augmentation de 0,5%. Il n'est pas marqué là, 0,5%. Et en fait, donc c'était 0,5%. Et donc, en fait, au total, c'était moins 1%, moins 0,1% de croissance du PIB par tête d'habitant. On peut appeler ça une petite récession. Voilà, j'ai fait sauter. Alors, je reprends cette équation. Et donc, la croissance du PIB, c'est la somme de deux termes, croissance du PIB par personne et croissance de la population. La croissance de la population, c'est mauvais pour la planète, et il n'y a pas de bénéfice pour les individus, sauf peut-être pour les parents. Donc, la croissance démographique, on peut la qualifier de bonne croissance, de mauvaise croissance. Mauvaise croissance. Croissance démographique, c'est de la mauvaise croissance. Maintenant, quel est l'autre terme? Eh bien, c'est bon pour l'individu parce que son niveau augmente, mais ce n'est pas forcément bon pour la planète. Il y a le CO2, il y a le changement climatique, la biodiversité en danger. Donc, en fait, dans ce qui concerne la croissance du PIB, il y a un terme qui est mauvais, c'est la croissance démographique, et l'autre terme, il faut faire attention à ce que c'est. Il faut faire attention à ce qu'on produit. Et en fait, ça montre aussi, cette équation, qu'il y a un conflit évident entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif de la planète. Il y a conflit. Donc, en démocratie, ça ne va pas être facile d'imposer des mesures drastiques. Et il y a même des gens qui pensent que la solution est foutue, qu'on ne s'en tirera qu'avec une autocratie, qu'avec une dictature. Bon, enfin, c'est pour ça que je pense qu'il y a une voie où on peut essayer d'éviter la dictature en faisant des efforts sur la croissance ou la décroissance démographique. J'ai dit que c'était l'ennemi numéro 1 de l'écologie du climat, mais il faut reconnaître, il faut voir à qui on s'oppose. La croissance démographique, c'est la croissance économique. Un nouveau-né, c'est un nouveau consommateur. Donc les milieux d'affaires, les économistes sont très contents de ces nouveaux-nés et prônent une politique nataliste. Résultat, les riches s'enrichissent et les pauvres font des enfants. Ouais. De migrants. Alors là, je parle même sans migrants, c'est inhérent à un pays, c'est comme ça. Alors il y a trois groupes humains. Il y a ceux qui ont compris le problème de la surpopulation et le disent, ceux qui sont dans cette salle et puis Ouagadougou, ceux qui ont compris le problème de la surpopulation ne disent rien du tout, et puis ceux qui n'ont toujours pas compris. Alors, il faut que les groupes 1 et 2, il faut que le groupe 1 fasse des efforts énormes vers les groupes 2 et 3. C'est-à-dire que les taiseux, le groupe numéro 2, il faut leur faire comprendre qu'ils ont une énorme responsabilité qu'ils prennent en se taisant. Parce que quand les catastrophes arriveront, ils ne pourront pas dire on ne savait pas, ils savaient. Donc, action, soutenir la chambre de Ouagadougou avec les fonds promis lors de la COP 21. Alors ça, c'est l'article fameux qu'on a réussi à faire passer dans le monde. Les 21 signataires, freiner la croissance de la population est une nécessité absolue. Enfin, le monde a fait quelque chose, le journal du Monde. Que faire pour enclencher la décroissance démographique? Alors, dans l'encyclique du pape de 2016,
Et il a marqué certains suggèrent de conditionner des aides économiques à certaines politiques de santé reproductive. Alors, et d'ailleurs, le ton, là où c'est marqué, il n'est pas très favorable à ça. Mais alors je me suis demandé, mais qui est-ce qui visait exactement? En fait, c'est Bill et Melinda Gates. Ce sont les personnes qui font le plus gros effort pour essayer d'amener à la fois la santé et la santé reproductive. Quand vous voyez les interviews de Melinda Gates, regardez sur Google, c'est une femme fantastique, parce qu'elle est vraiment là tout le monde. Donc la déclaration de Ouagadougou, on gagne 17 pays d'Afrique, et il faut les aider. Pas seulement par altruisme, mais pour notre bien, ralentir le réchauffement climatique, diminuer le nombre de migrants potentiels. Utiliser les 100 milliards d'aides annuelles qui ont été promis d'être des pays riches aux pays pauvres, parce que l'enchaînement démographique, climat est démontré. Et il faut mettre à terre le tabou démographique. Il faut libérer la parole, il faut convaincre les relais d'opinion, les décideurs et les médias. Alors, on a vu dans l'exposé de Garnier, qui effectivement ça commence à percoler dans les journaux, on y a une prise de conscience. Et puis alors, au niveau français, il faut réformer les allocations familiales. Et pour ça, il faut lutter contre le lobby pro-démo qui dit un enfant de plus, c'est un consommateur de plus. Alors je rappelle qu'en France, il y a 0 pour le premier enfant, 130 € pour le deuxième, 160 € pour chacun des enfants supplémentaires. À budget constant, il faudrait qu'on donne quelque chose pour le premier, parce que c'est le premier qui coûte le plus cher et qui est le plus difficile. Et puis, il faudrait, à budget constant, que ça soit totalement dégressif, avec peut-être 0 à partir du troisième. J'ai dit déjà qu'il y avait un conflit entre écologie et économie. Gouvernement, économiste, businessman, journaliste vénère la croissance comme le veau d'or. Nicolas Baverez, par exemple, c'est un type très intelligent, il a écrit des choses qui sont épouvantables. Dès que le taux de fécondité était descendu en dessous de 2 en France, il a poussé des cris d'orfraie. Alors, en fait, c'est pour défendre les milieux d'affaires qu'il y a un silence abyssal sur la surpopulation. Car il ne faut pas oublier que les journaux français appartiennent à 8 oligarques, des éditeurs aussi. Et les directeurs des maisons d'édition, en fait, ils sont sur un poste éjectable. Si le conseil d'administration n'est pas content d'eux, eh ben, ils se font virer. Donc je dis, il faut réagir à cette conspiration du silence si on sait on est complice de cette conspiration. Alors, il y a un frémissement récent, on le voit dans Le Monde, puis il a accepté notre tribune, et même il indique que réchauffement climatique, refroidissement démocratique. Cette idée commence à prendre aussi effet. Alors, en ce qui concerne les réfugiés climatiques, j'ai dit que je n'étais pas un expert, mais l'ONU en prévoit 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde en 2050. 250 millions. Et en 2100, alors, quand il y aura 4,4 milliards d'habitants sur la Terre. Bon, les régions entières deviendront inhabitables, trop chaudes et trop sèches. Là, je vais aborder un point assez délicat. Et je vais citer quelque chose que je n'ai pas écrit personnellement, mais qui a été dans M. Roger Maurice Bonnet avec Ludwig Folger. Ce sont 2 astronomes dans leur livre. Quelques-unes des plus grandes religions mondiales ont été indifférentes à l'importance essentielle de la limitation de la population de la Terre, ou s'y sont même activement opposées. Peuvent-elles continuer à jouer avec le destin de la Terre sans se préoccuper du bien-être de leurs fidèles et des autres humains? Est-ce réellement plus en accord avec les préceptes religieux de tirer sur ceux qui tentent d'échapper à la misère que de limiter la population? C'est l'un ou c'est l'autre. C'est l'un ou c'est l'autre. Le choix, limiter la population maintenant ou tirer plus tard pour se défendre des invasions migratoires. C'est terrible comme idée. Mais s'ils ne faisons rien maintenant, nos descendants nous maudiront de n'avoir rien fait. Là où les religions, mais aussi, il n'y a pas que les religions qui sont responsables, c'est la bien-pensance globale qui est responsable qui nous accule dans une position terrible. Ceux qui savent qu'il y a déjà une surpopulation, mais qui se taisent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont conscients de leur énorme responsabilité? Alors il y a une urgence climatique, c'est décarboner, bon, d'accord, il faut garder le nucléaire, j'en suis persuadé. Kérosène synthétique pour les avions, je ne vois pas comment on pourra faire voler des avions sans faire du kérosène synthétique. Est-il possible d'imposer un changement de mode de vie dans un régime démocratique? Moi je ne suis pas sûr. Et donc il faut aussi agir sur la population totale, arrêter la croissance démographique, entamer la décroissance. La transition démographique doit accompagner la transition énergétique. Conclusion, serons-nous sauver la planète d'une extinction massive d'êtres humains? Serons-nous capables de gérer notre démographie, d'ajuster aux capacités de la Terre, conserver un climat supportable?
L'Europe doit agir en Afrique, pas seulement par altruisme, mais dans son intérêt, celui de nos enfants en fait. Il faut convaincre pour ça les relais d'opinion, les décideurs et les médias, parce que l'opinion, une partie de l'opinion est déjà prête. Mais par contre, les décideurs en refusent encore le but. À vous de jouer. Make the population small again, ça paraît être un slogan tout à fait adéquat. Merci beaucoup.